c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. À l'occasion du Festival international des Jeux de Cannes 2023, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Boza, auteur de jeux depuis bientôt 20 ans. De Takenoko à Seven Wonders, en passant par Ghost Stories ou encore Rampage, on ne compte plus ses succès. C'est sur le stand de Funforge, avant une séance de dédicace de Tokaido Duo et Namiji, qu'Antoine Boza m'a accordé cette interview. Alors je suis ravie, plus que ravie de rencontrer aujourd'hui Antoine Boza. Bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup. Donc Antoine, sans refaire tout ton parcours biographique et ludique, est-ce qu'on pourrait revenir juste comme aux prémices? Comment tu es tombé dans la marmite du jeu de société? Moi j'ai toujours adoré le jeu depuis gamin. Je créais déjà mes propres variantes de jeux et des jeux de société perso dès une dizaine d'années. J'ai voulu quand j'ai découvert que faire des jeux vidéo c'était un métier, je voulais faire ça. Donc j'ai fait des études pour arriver à faire une formation en jeux vidéo et pour trouver un boulot dans lequel je puisse concevoir des jeux. Malheureusement c'est pas possible parce que dans le jeu vidéo c'est les meilleurs postes et c'est les anciens qui se les gardent. Et en plus pour entrer dans ces boîtes là il fallait savoir faire autre chose que de la conception, donc faire soit du son, soit de l'image, que des trucs où j'étais très nul, la programmation j'étais très très mauvais et tout. Donc j'ai très peu travaillé dans le jeu vidéo finalement, et c'est au moment où j'ai commencé à refréquenter des gens qui jouaient et des clubs de jeux, et j'ai redécouvert le jeu de société moderne à ce moment-là, vu que dans mes années jeux vidéo je jouais plus trop en fait. Et là j'ai recommencé à faire des jeux parce que le gros avantage du jeu de société c'est que tu peux le faire tout seul dans ton garage quoi. Pas besoin de savoir programmer, il fallait juste avoir des crayons et tout. Donc j'ai commencé à faire mes premiers protos à ce moment-là, donc là on est en 2003 à peu près. Et j'ai commencé à faire tous les salons qui existaient à l'époque, Cannes, mais pas seulement, Cannes qui était déjà là, à montrer mes premiers protos jusqu'à ce que je signe en 2007 mon premier jeu de société, Chabyrinthe, avec Mathieu Despnous de Cocktail Game. Et là, j'ai commencé à faire des jeux. J'étais un stit à ce moment-là, jusqu'en 2010 où Seven Wonders sort et cartonne. Et là, je passe d'abord à mi-temps. Et Seven Wonders cartonne tellement que j'arrête d'enseigner pour faire que du jeu en 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement. En rappelant que tes premières années, elles ont été quand même très très chargées. Tu avais sorti plusieurs jeux déjà. Oui, j'ai sorti en 2008, il y a eu la sortie de Ghost Stories qui était déjà un très gros projet, et ma première relation avec Repoprod, avec qui je suis resté très très lié, et c'est eux qui ont fait Seven Wonders et pas que. Donc il y a eu des jeux, 2008-2009, il y a eu pas mal de jeux la plupart ont été oubliés, qui n'étaient pas des grands jeux. Et vraiment le tournant c'est effectivement Seven Wonders et Anabi aussi, qui en fait est sorti en 2010 en petite version française, mais qui a été connu quand il a eu le Spiel en 2013 en fait. Alors effectivement il y a eu Seven Wonders qui a forcément basculé la chose, la suite. Aujourd'hui, tu as combien à peu près de jeux, mais surtout dans le thème asiatique, parce qu'il y a ça quand même qui revient très souvent. Il y en a beaucoup. Alors il y a principalement le Japon, il y a Ghost Stories qui est plutôt en Chine, mais sinon c'est vraiment le Japon. Il y a toute la gamme Tokaido, la gamme Takenoko, Anabi, et il y a eu donc dans les jeux un peu oubliés, il y a eu Samurai Spirit aussi, qui était directement inspiré du film Les 7 Samouraïs de Kurosawa. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Peut-être j'en oublie, je sais plus. Dans le monde asiatique, oui, il y en a eu beaucoup. J'en oublie peut-être, j'ai dû en faire d'autres. Il y a eu en collaboration Ninja Academy. Oui, il y a eu Ninja Academy qu'on a fait avec les copains. Et même si le thème a changé, à la base, Super Cats, c'était Sentai Cats. Le proto, c'était les super-héros japonais à la base. Ouais. Donc il y a eu ça aussi. Et en auto-édition que les gens ne connaissent pas, il y a eu Gaijin Dash que j'ai fait avec Corentin Lebras, qu'on avait auto-édité au Japon uniquement aussi. Ok. Qui est là du coup. Ouais, il y a Naruto, Ninja Alors oui, Academy. après avec Kaedama, on a travaillé sur des licences de manga, donc forcément à nouveau au Japon. Donc on a fait Naruto. Avec Ludovic Maublanc, j'ai fait Attack on Titans aussi, qui est une licence de manga. Et j'en oublie. Là, on a un jeu sur Fairy Tails aussi qui doit sortir chez Don't Panic, licence manga. Et ça en fait pas mal. Ouais, il y avait, alors, je regarde, Takenoko bien sûr. Ouais, Takenoko, dans les tout premiers, 2012, je sais plus les dates. C'est vieux. Donc quand on te demande ta source d'inspiration, c'est celle-ci la première, ou ça peut être vraiment autre chose? Alors ça peut être plein de trucs, j'ai fait beaucoup de jeux sur le Japon, et même à un moment j'ai volontairement arrêté d'en faire pour pas qu'on dise que je fasse que ça, mais j'ai recommencé à rebosser sur Tokaido parce que j'aimais trop bosser avec Nayad en fait.
Donc j'ai recommencé à faire du Japon. Et les licences c'est un peu différent parce que c'est du boulot de commande. Il se trouve que les licences qui fonctionnent, c'est plutôt les licences d'animation et de manga. Et donc à nouveau, c'est l'Asie, mais là, c'est pas de ma faute pour le coup. Alors justement, comment sont nés les projets Tokaido d'abord, Namiji ensuite comment il est né ce projet? Alors le premier Tokaido, c'est vraiment l'envie de retransmettre un peu cet amour du Japon et de faire aimer aux gens le Japon que j'avais déjà utilisé dans des thèmes. Et Tokaido, c'était une espèce on va dire, de remboursement au Japon, d'avoir déjà piqué le Japon pour des thèmes. Et je voulais vraiment faire un jeu qui donne une belle image et qui donne envie de découvrir le Japon. Donc c'était vraiment ça à la base. C'est un jeu qui a gagné le concours de Boulogne vers 2010, je sais vraiment plus les dates, et qui a été repéré par Funforge suite à ce concours-là. Et c'est un jeu qui a mis un peu de temps à marcher, notamment parce que c'est un jeu vraiment très grand public et qu'à l'époque les médias étaient des médias de joueurs spécialisés qui n'étaient pas la cible, mais c'est un jeu qui s'est installé petit à petit, qui a eu une première extension qui s'appelait Crossroads, qui justement était une extension un peu plus gamer pour éventuellement que ces gens-là puissent s'y retrouver, et qui a fait l'objet d'un Kickstarter après, et du coup d'une deuxième extension qui s'appelle Matsuri, qui a été développée pour soutenir le Kickstarter. Voilà. Donc ça, c'était déjà quelques années après la version collector. Et alors, comment le travail se fait après avec finalement l'éditeur sur un projet comme celui-ci? Par exemple, l'idée de l'illustrateur, c'est toi qui le proposes, c'est toi qui... Alors c'est souvent le boulot de l'éditeur. Donc là, c'est vraiment l'éditeur qui avait repéré Naiad. C'était son premier jeu de société, hein, c'était sa toute première incursion dans le jeu de société. Et c'était plutôt un bon call parce que maintenant, il en fait beaucoup, il a un talent incroyable. Et pour l'anecdote, quand il m'a montré les premiers dessins de Naiad qu'il a trouvés, j'étais pas du tout convaincu par ces dessins-là. Alors, ils n'étaient pas du tout dans le même style graphique non plus. Mais Philippe Noura, donc, qui est le gérant de Funforge et qui a plutôt un profil de directeur artistique, il était DA dans le jeu vidéo. Je lui ai dit, bah écoute, c'est ton boulot, je te fais confiance, c'est toi qui sais, donc pas de problème. Si tu penses que c'est lui, quoi. Et effectivement, il avait plutôt bien vu le truc. Et, voilà. Et le jeu est notamment, il faut le dire, est notamment connu pour son ambiance graphique et les illustrations de Naiad, au moins autant que pour ses mécanismes et le travail que j'ai fait moi. C'est vrai que c'est vraiment un super duo, ça fonctionne très très bien. En plus, on est sur le côté très contemplatif. Ouais, complètement. Ouais, non, très épuré. C'est un super boulot. Et je dis, la principale raison pour laquelle il y a notamment Tokaido Duo, c'est parce que je voulais retravailler dans l'univers pour retravailler avec Naiad. C'est la première motivation pour faire ce jeu-là, c'était travailler avec Naiad. D'accord, donc justement, c'était une de mes questions. En fait, Tokaido Duo, dans ton esprit, il n'existait pas au moment où tu as fait Tokaido. Ah non, pas du tout. Et Namiji qui est pas plus. Donc il y a d'abord eu Namiji. Alors pour la petite histoire créative, Namiji, c'est rigolo parce que comme Tokaido, ça fonctionnait bien, que c'était en gros le jeu qui fonctionnait le mieux chez Funforge, bah, du coup, il était intéressé par développer l'univers, hein, c'est bien normal. Et du coup, une de ses premières idées, mais qui ne m'avait pas plu du tout, c'était de dire on va reprendre les principes mécaniques, donc la route et la règle très simple, mais on va l'appliquer à d'autres thèmes. Il me dit on aimerait vachement faire par exemple la route 66 où il y a une grande route dans les États-Unis et pareil, donc on aurait la même méca que Tokaido sur ce principe très simple de le dernier se déplace sur la route, mais appliqué par exemple à la route 66. Il m'avait même cité, je crois, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. Et puis moi ça m'emballait pas du tout parce qu'à nouveau moi le jeu il est vraiment né de mon amour pour le Japon et donc ça m'intéressait pas de transposer ce jeu-là ailleurs, quoi. Et du coup en réaction à ça, parce que j'avais pas envie de faire ça, mais j'avais quand même bien envie j'écoutais quand même l'intérêt qu'ils avaient pour travailler dans le jeu, sur ce jeu-là en tout cas. Je suis arrivé avec l'idée de Namiji en fait, que j'ai eu en vacances au Japon d'ailleurs. J'étais en vacances au Japon et je me suis dit moi ce qui m'intéresse c'est de rester au Japon, mais par contre je peux peut-être faire un jeu qui reprend les principes de Tokaido, mais qui est toujours au Japon et qui n'est pas le même jeu. Donc Namiji, c'est ça. J'ai pas envie de faire la route 66, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux bien faire un autre jeu dans l'univers de Tokaido, et donc Namiji est né comme ça. D'accord. Donc du coup, on explore encore le Japon, mais sous une autre forme. Voilà, complètement. Ouais. Il fallait que ça soit quand même assez différent du jeu. C'est pas le même jeu, c'est différent. C'est d'ailleurs un tout petit peu plus dense en termes de règles. On est dans du jeu simple, hein, mais il y a quand même un tout petit peu plus de mécanismes que dans Tokaido. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner les gens qui ont commencé avec Tokaido, qui est très simple, et après ils peuvent jouer à
Amidji, c'est un tout petit peu plus compliqué. On reste dans du jeu familial, mais voilà. Il y avait vraiment cette idée d'accompagner les gens aussi sur la route, quoi. Et donc Tokaido Duo est arrivé parce que donc, tu disais que tu avais envie de retravailler avec Nayad. Ouais. Mais voilà, pourquoi redécliner ce côté duo? Alors c'est vrai qu'il y a une tendance un peu aussi. Alors ça a joué, là du coup c'était pas spécialement une demande de l'éditeur, c'est un jeu que j'ai fait pendant le confinement parce que effectivement je pouvais le développer. Ma femme et mon petit garçon jouent aussi, donc j'ai pu le tester à la maison pendant le confinement. Et il y avait vraiment ce côté de... en fait, le seul jeu à deux que j'avais fait, c'était Duel avec Bruno Catala. Et je m'étais dit, en fait, les jeux à deux, j'en faisais pas trop. Mais finalement, avec le temps, j'aimais pas y jouer au début. Et c'est vrai que maintenant que je joue vachement avec mon fils, comme j'ai qu'un enfant, les jeux à deux, finalement, j'ai appris à les aimer. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas une déclinaison de Tokaido, donc en jeu strictement à deux, quoi. Et c'est vrai que la version duo, du coup, c'est devenu notre préféré, nous. Parce que forcément, ce côté très très serré est beaucoup plus compétitif. Ouais, bien sûr. Ouais. Les jeux à deux, mathématiquement, c'est toujours plus. Il y a toujours plus de confrontation. Alors, sauf si tu fais il y a des jeux à deux coop, il y en a. Mais oui, dès que tu es dans un jeu à deux où c'est un peu stratégique, c'est toujours un peu plus coupe-gorge, quoi. Ça, c'est inhérent. Même si là, à nouveau, l'idée, c'était quand même de garder l'esprit de Tokaido et que ça soit pas violent non plus dans les affrontements, quoi. Alors, comment on gère justement l'équilibrage pour qu'on reste dans ce même jeu, dans ce même univers, avec des personnages qui ont aussi toujours des quêtes différentes. Comment on gère cet équilibrage? C'est vraiment assez surprenant parce qu'en fait, entre chaque personne, il y a différentes stratégies. Mais en même temps, il ne faut pas en délaisser non plus une complètement, entre le marchand, etc. Ouais, alors il n'y a pas vraiment de recette, hein. Moi, je fais pas d'algorithme mathématique. Je fais beaucoup de parties avec un maximum de joueurs différents pour voir un peu les réactions des gens. Donc c'est vraiment une question de feeling, hein. Moi, je règle mes jeux en fonction du comportement des gens à la table et pas des maths qui sont toujours là, hein, parce qu'il y a toujours des maths. Mais c'est pas, mon objectif, c'est de voir comment ça se passe. Et c'est vraiment de l'huile de coude, hein. On fait des parties et on ajuste, on change, on revient en arrière des fois si c'était mieux avant. Et c'est à grand coup de playtest, c'est vraiment le cœur du truc, quoi. Et alors il y a beaucoup de phases de test justement. On a du mal à se rendre compte, nous, une fois que c'est produit fini, effectivement. Toute cette phase-là, elle est longue, plus ou moins? Ouais, bien sûr, les gens se rendent pas compte, mais c'est très très long. Moi, je mets environ, quand je fais un jeu tout seul, je mets environ 2 ans en fait à faire le jeu. Et une grosse partie de ça, c'est faire des parties, changer ce qui va pas, refaire un prototype. Et ça, on le fait. Les gens se rendent pas forcément compte. On le fait des dizaines de fois en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a l'idée le matin, qu'on fait le prototype dans la journée et que le soir le jeu il fonctionne. Non, malheureusement ça marche, ça peut arriver, mais ça marche jamais comme ça. C'est énormément d'allers-retours entre faire un nouveau prototype, changer, modifier des choses, trouver des gens pour jouer, rechanger. Voilà, ça c'est très très long. Ça dépend des jeux, mais globalement c'est le gros du travail que les gens ne voient pas. C'est ça. Ouais, et puis il y a aussi ce côté travail important avec l'éditeur qui effectivement a son rôle à jouer, ses envies aussi. Comment le partage avec... j'ai l'impression qu'avec Funforge, forcément, ça a l'air de très bien se passer puisque ça fait déjà un bout de temps que ça collabore. Comment se passe ce processus-là? Il y en a qui amènent des choses Alors là, effectivement, ça dépend énormément des éditeurs. Il y a des éditeurs qui sont très investis dans le développement de la mécanique. Funforge, c'est moins le cas. Ils signent souvent des jeux qui sont déjà bien aboutis en termes de méca et ils font plutôt un énorme boulot de direction artistique, effectivement, du choix d'illustrateur, de l'univers qui va apparaître, qui va respirer dans le jeu. Et là, du coup, à nouveau, autant j'ai eu des doutes sur le premier projet, autant là, je sais que là, je passe un peu le bébé et je sais qu'ils vont faire le bon boulot. Alors, je reçois quand même toutes les croquis préparatifs de Nayad, mais pas pour la partie esthétique, pour la partie être sûr que il n'y aura pas de conflit avec ce que le jeu doit raconter, quoi. Donc Nayad, je lui avais envoyé un prototype notamment pour qu'il puisse jouer et pour qu'il ait bien les contraintes de jouabilité quand il dessine. Et toi, je lui fais quand même modifier 2-3 trucs du genre, je ne vais pas dire de bêtises, mais il avait fait un perso qui n'était pas un des pèlerins, qui avait un bâton, ou pas un bâton, mais un truc qui ressemblait à un bâton. Je lui ai dit, non, faut pas que tu me dessines un bâton parce que la figurine du bâton, ça va être l'autre perso, et si tu fais un autre perso avec un bâton, ça va poser des soucis, voilà. Mais tu vois, je le reprends jamais sur des trucs esthétiques, quoi. Oui, maintenant la confiance est totalement là aussi, avec des collaborations qui reviennent. Et alors tu parles de confiance, justement, il y a eu le développement aussi en jeu vidéo, finalement. Ouais, tout à fait. Alors là, pour le coup, j'ai pas fait grand-chose, hein. C'était vraiment à l'initiative de Funforge.
J'ai testé, mais comme c'est vraiment un portage où il n'y a pas de changement mécanique, si tu veux, là, mon rôle, pour le coup, a été vraiment minime sur ce projet-là. Ça a vraiment été géré par l'équipe Funforge, quoi. C'est surtout énormément de boulot de production graphique, là. Donc ça, c'est pas moi qui le fais. Mais tu es satisfait du résultat? Ouais, complètement. Oui, complètement. Oui, j'ai joué. Alors, j'y ai pas joué depuis longtemps, mais j'y ai joué un moment. Et graphiquement, c'est très très chouette. Ouais, pareil, je sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a des heures de modelage de personnages, de travail de couleurs et textures. Voilà. Mais là, pour le coup, je n'ai aucun crédit à récupérer là-dessus. Surtout que c'est vraiment un jeu, c'est pas une déclinaison sur. Oui, c'est pas à plaque sur un plateau. Ça a vraiment été mis tout en 3D avec une ambiance musicale et tout. Il y a énormément de boulot artistique qui a été fait sur ce projet. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres projets, toi qui es le champion des extensions? Alors non, pas pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais là, non, il n'y a pas, voilà, il y a rien de prévu dans cette gamme-là. À nouveau, ce qui est très difficile, c'est que j'aime bien retravailler dans le même univers, mais le challenge, c'est d'arriver à pas faire un jeu copy bis de ce que tu as déjà fait, quoi, tu vois. Et j'estime que pour l'instant, c'est réussi. Mais voilà, tu vois, je ne veux pas faire le jeu de trop qui va trop ressembler et qui ne méritera pas, voilà, qui va plutôt desservir la gamme qu'autre chose, quoi. Ouais. Toi, comme tu dis, y a des gens qui vont préférer Duo parce que l'ambiance est différente. Duo, c'est pas juste la version 2 joueurs de Tokaido que j'ai bricolé. C'est un jeu pensé pour 2 joueurs. Tu vois, il faut arriver à faire ça. Et voilà, on a déjà fait avec Namiji, on a fait une déclinaison, on a fait une version à 2. Et voilà, faut savoir s'arrêter pour pas faire un truc qui serait pas à la hauteur de la gamme, quoi. Les thèmes peuvent s'épuiser, c'est vrai, aussi, au bout d'un moment, effectivement. Puis la Route 66, c'est abandonné. Donc, Ah non, ouais. Bah alors moi, après, j'ai un caractère de cochon. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Et ça, il l'a bien compris, Philippe, que ça me plaisait pas et qu'il le verrait jamais. Ça, pour le coup. Alors, on peut parler un peu de tes autres projets, peut-être à venir. Alors, il y a aussi des choses avec la team Kaedama. Ouais, principalement, là cette année, il y a des projets Kaedama, donc il y a des licences de manga dont tu as parlé. À venir, il y a donc Fairy Tail, qui doit sortir cette année, j'ai pas la date. On a un très gros projet qui nous occupe, c'est le Dead Cells. Alors l'adaptation, c'est pas une adaptation à nouveau, l'idée c'est pas de faire le jeu vidéo parce qu'il est très bien et qu'il n'a pas besoin de nous, c'est de faire un jeu qui reprend, on va dire, l'univers et la philosophie du jeu vidéo, qui a un très gros projet qui sera un Kickstarter lancé au printemps. C'est Scorpion Masqué qui lance un qui est porté, qui est édité par Scorpion Masqué et qui se fait aider par la boîte de jeu qui a l'habitude de faire des Kickstarters, ce qui n'est pas le cas du Scorpion Masqué. Donc là, c'est le gros projet Kaedama de cette année, c'est celui qui nous occupe le plus. Ouais. D'accord, parce que qu'est-ce qui reste à finaliser en fait encore c'est un jeu c'est un Rogue Legacy, c'est un jeu où tu meurs, tu vas améliorer pour pas mourir, pour mourir plus loin la prochaine fois. Donc c'est un jeu en campagne. Donc ça demande énormément de réglages sur l'ensemble de la campagne. Ouais. Alors tu peux m'expliquer un petit peu, c'est quoi justement la team Kaedama, c'est quoi l'envie de travailler ensemble? Donc la team Kaedama, c'est 4 personnes, c'est 2 vieux auteurs, Ludovic Maublanc et moi, et 2 jeunes auteurs, Corentin Lebras et Théo Rivière. Et en fait, au moment où ces 2 derniers ont commencé à dire nous on aime le jeu, on voudrait faire que du jeu, et on ne sait pas trop si ça va être possible financièrement au début, il y avait cette espèce d'écho qu'on avait d'éditeurs qui cherchaient de la prestation pour des jeux, soit pour des jeux de commande, soit pour du développement sur des jeux qu'ils avaient du mal à terminer. Et du coup, on s'est dit, ça c'est un truc que nous, on saurait bien faire et qu'en plus, en équipe, on arriverait à faire plutôt facilement. Et donc, on s'est dit, on va monter ce groupe et cette société pour faire ces jeux de commande et pour aussi assurer des contrats réguliers qui permettent à Corentin et à Théo de démarrer et de faire du jeu en payant leur loyer, quoi. Avec un peu de chance, rapidement, ils en auront plus besoin parce qu'ils ont une carrière d'auteur qui marche très bien. Donc voilà. À terme, on va juste le faire par plaisir de travailler ensemble sur des projets qui nous bottent. Dead Cells, on a tous énormément joué aux jeux vidéo, donc voilà, c'était facile de tomber dedans. Et l'idée, c'est qu'à terme, on prenne vraiment que des projets qu'on a envie parce qu'on a moins la nécessité, on va dire, pragmatique et pécuniaire de prendre plusieurs projets. Un peu plus confortable, ouais. Et quels seraient tes conseils pour un jeune auteur, justement, parce qu'il y a tellement pléthore, effectivement, de propositions de jeux. Ouais, maintenant, il y en a beaucoup, ouais. Donc, quel serait ton conseil? Il y a un proto qui est prêt, du moins, plus ou moins. Un proto qui est prêt, il faut y aller. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de ne pas mettre toute son énergie et son temps sur un seul proto, en fait. Parce qu'à nouveau, il y a des exceptions, mais moi, mes premiers protos, ils n'étaient pas bien. Donc, il ne faut pas s'arrêter au premier proto, quoi. Il faut vraiment en faire d'autres. C'est en faisant que tu vas faire des erreurs et que tu vas apprendre à en faire. Donc, il faut vraiment essayer de faire plusieurs protos. Et il y a vraiment ce côté, si tu mets toute ton énergie dans un proto et qu'il n'aboutit pas, et généralement, ça sera parce qu'il n'est pas assez bon, faut pas se voiler, on est tous passés par là.
ça peut être vachement minant d'avoir mis tout en énergie. Donc je dis, faites plusieurs protos parce que forcément, à exception près, les premiers ne seront pas fabuleux et c'est normal. Les gens qui dessinent leur premier dessin, 10 ans après, c'est pas les mêmes dessins qu'ils font. Et là, c'est pareil, il faut en faire plein pour savoir le faire comme il faut et tomber dans des pièges. Donc je conseille généralement de plutôt faire plusieurs protos. Alors pas forcément 10 à la fois, c'est pas l'idée, mais d'enchaîner, d'essayer d'avoir des nouveaux projets, de faire des projets différents pour apprendre à faire des jeux en fait. Et les faire tester quoi. Et toujours, ça c'est tout. Dans tous les cas, faire tester et être à l'écoute aussi des feedbacks quoi. Faut pas être fermé dans son truc de non en fait les gens ils me disent que c'est pas bien mais moi je suis persuadé que c'est bien en fait. S'il y a 9 personnes sur 10 qui disent que c'est pas bien, il y a quand même de fortes chances que ça soit pas bien. Alors je te propose qu'on termine par un petit portrait chinois, on reste dans l'univers. Très bien, asiatique. Rapide. Donc si tu devais être un mode de jeu, tu serais plutôt coopératif. Ça c'est sûr. Net. Ouais. Aucun doute. Sans hésitation. Aucun. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu. Ça c'est plus compliqué. Le draft, allez on va dire. J'adore le draft. Pour quelle raison plutôt ? Parce qu'il y a un côté où c'est très très simple, où ça garde une connexion physique entre les joueurs en fait, et où c'est quand même beaucoup de choix en fait. Tu dois qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je passe, et ce côté quand même on fait passer du matériel entre les joueurs que je trouve assez chouette. Si tu étais un thème de jeu. Alors un thème au sens large, ça serait forcément un thème japonais. Plus précis que ça. Qu'est-ce que j'aime beaucoup comme thème qui n'est pas japonais ? Je sais pas. Il y a plein de thèmes que j'aime beaucoup hors Japon. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. J'ai pas fait de jeu, j'en ai fait très peu des jeux. J'en ai fait un jeu à l'ESF. Donc je dirais un thème de science-fiction au sens large. Je sais pas exactement lequel. Et alors, si tu étais un illustrateur ? Dis donc, ça serait pas une bonne nouvelle parce que je dessine vraiment très très mal. Je suis obligé de reciter Nayad. Je peux citer aussi Pierrot avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai un peu grandi parce qu'on a fait un peu nos premiers pas dans le jeu de société ensemble aussi. D'accord. Alors donc, petite dernière question. Qui tu pourrais me conseiller d'interviewer pour ce prochain podcast ? Eh ben écoute, je te conseillerais d'essayer de trouver une femme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, une autrice femme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et on aimerait bien en voir plus. Donc peut-être tu pourrais aller voir Marie Fort par exemple. Qui est adorable en plus. Je la connais pas beaucoup, mais le peu que je la connais, voilà. Mais complètement, tu as raison, il faut que je trouve des femmes. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Il y a un petit rituel sur notre chaîne, c'est on termine toujours. Alors, est-ce que tu joues ou quoi ? Donc, est-ce que tu veux bien qu'on le fasse ensemble ? Allez. Alors Antoine, tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi ? À bientôt pour un nouvel épisode.